Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus en compagnie de Léandre. Salut. Et Martin. Salut Cédric. Salut les gars. Et aujourd'hui on est en compagnie d'Anaïs Vignon. Salut. Salut. Coucou Anaïs. Salut Anaïs. Qui du coup est danseuse, c'est ça ? Ouais. Donc, comment tu te présenterais, je veux dire, toi, ton activité, la danse ? Je me présenterai en tant que danseuse chorégraphe, danseuse interprète chorégraphe. Du coup, c'est quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivé à... J'ai fait de la danse dans une école, dans une association quand j'étais petite. Puis j'ai eu un parcours assez traditionnel. Je suis passée par le conservatoire de Nantes quand j'étais au lycée. J'étais en sport-études. Puis j'ai fait des études supérieures à Angers, au Centre National Supérieur de Danse Contemporaine d'Angers, CNDC. Et ensuite à Lausanne, en Suisse, dans une école qui s'appelle la Manufacture. D'accord. C'est à quel moment que tu as su que ça allait devenir ton métier ? Je pense vers 13 ans. Genre, je sais pas, j'ai eu un déclic à 13 ans. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Parce que ça a toujours été ta passion, du coup tu le faisais depuis encore avant ça ? Oui. Du coup, ça prend quelle forme ton métier là maintenant actuellement dans ta vie concrètement ? C'est comment sur quel type de projet tu bosses ? Alors, en tant que danseuse-interprète, je suis embauchée dans des compagnies de danse, différentes compagnies de danse, D'accord. qui me permettent de danser des styles différents et qui appartiennent à chaque compagnie. Donc, danseuse-interprète, c'est danser pour une pièce, pour représenter un projet qui est porté par un ou une chorégraphe. Et en tant que chorégraphe, du coup, quand j'ai la casquette de chorégraphe, c'est moi qui prends la casquette de créatrice et du coup qui crée mes propres spectacles avec ma compagnie à moi. Cool. Voilà. Et du coup, ils viennent les clients, ils viennent te chercher toi spécifiquement pour tes compétences ou c'est... Ça peut. C'est soit à travers des auditions. Donc il y a un appel à audition, on envoie son dossier. En général, il y a une première sélection par dossier. Puis on va à l'audition, et il y a plusieurs tours, il y a des cuts comme ça, jusqu'à arriver, peut-être qu'on est 150 et qu'ils en cherchent que 2. Donc il y a cette possibilité-là, et puis il y a, comme tu dis, soit on vient me chercher parce que c'est le réseau, quelqu'un qui me connaît, ou quelqu'un qui a parlé de moi, et du coup on dit, ah bah voilà, j'aimerais bien la contacter. C'est soit le réseau, soit les auditions. Donc en fait, t'es toujours en fait à droite à gauche, à bosser pour plein de personnes différentes sur différents spectacles. Ouais. T'as toujours en fait dans ta tête plusieurs spectacles en fait dans ta tête et dans ton corps. Oui. Différents spectacles et différentes chorées que tu sais interpréter. Ouais, d'enregistrer dans ma tête. Ouais. Ouais, bah c'est l'idée quand on est dans plusieurs projets, c'est il y a la mémoire aussi qui travaille pour savoir interpréter différents styles et là, en tout cas, dans les compagnies avec lesquelles je suis, c'est vrai que ça touche à différents styles qui sont vraiment concrètement, visiblement différents. Mais c'est cool de pouvoir faire différentes choses comme ça. Et c'est possible aussi d'être dans une compagnie qui fait un même style et d'être dans plusieurs pièces de cette compagnie-là. Et du coup, de travailler toujours avec le ou la même chorégraphe qui a sa signature et sa patte artistique. Il y a des moments où je vais être... si je travaille avec plusieurs compagnies en même temps, dans le même mois, par exemple, où je vais avoir du mal... ça peut être physiquement ou mentalement. Physiquement, je peux avoir du mal à faire la différence entre chaque chose. Par exemple, je viens de passer 2 semaines à fond avec une compagnie, avec un style chorégraphique dans lequel on a été bien en profondeur. Et je passe d'un coup à complètement autre chose. Le temps que le corps s'adapte, il y a un travail à faire personnel aussi de mon côté quand je passe d'un travail à l'autre. Parfois, j'ai pas le temps de le faire parce que parfois, on prend le train et dès le lendemain, en fait, on fait autre chose. Donc, c'est là où ça peut être complexe dans le corps. Mentalement, bah là, pour le coup, c'est un truc à faire de son côté aussi, de se dire, bon, ça, c'est bon, c'est enregistré, pouf, on le met de côté. On le garde bien au chaud pour quand on y reviendra le mois prochain. Et on se met en mode l'autre compagnie, l'autre style de danse. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait... T'as à la fois une casquette d'artiste, tu vois, où tu dois mettre de l'émotion, mais enfin, t'as aussi il y a une facette aussi athlétique, tu vois, où tu dois aussi gérer ton état de forme et tout, parce que tu peux pas te permettre. Enfin, imaginons t'as 2 représentations à 2 jours d'affilée. Tu peux pas te cramer, le premier soir, parce que sinon, si le lendemain t'as plus d'énergie, ça le fait pas, tu vois. Et du coup, il y a toute une gestion du physique aussi qui est hyper intéressante, qui est très intéressante, je trouve, autre que l'artistique et l'émotion, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a une part stratégique, en fait. Quand tu dis athlète, c'est ça. Il y a une part stratégique
Bah oui, comme tu dis, on travaille avec les émotions, avec tout l'artistique, mais il y a un moment donné, il faut poser une stratégie pour pouvoir le faire correctement et se sentir bien dedans. En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai besoin de le faire, sinon je me fais très vite rattraper par la fatigue et par plein de choses. Ouais, le cumul. Ouais, tout ça. voilà. Tu parlais de différents styles de danse aussi tout à l'heure, du coup, tu fais un peu tout. Enfin, genre, tu fais quoi? Alors, disons que je suis spécialisée en danse contemporaine. Okay. Je me suis spécialisée en danse contemporaine. Mais j'ai fait énormément de danse jazz, plus jeune, voire j'en ai fait même beaucoup plus que de la danse contemporaine. J'ai fait du classique parce que j'ai fait le conservatoire et du coup j'ai eu cette dimension-là. Et puis j'ai touché aussi à d'autres styles avec le temps, de hip-hop, de house, de danse de couple. Voilà, j'ai eu d'autres occasions. Mais voilà, le gros de mon style aujourd'hui, c'est de la danse contemporaine. Après, voilà, chacun a sa signature. Et sa manière de le... Je peux poser une question peut-être bête. Ouais, c'est con. Mais je suis sûr, il y a plein de gens qui se la posent. Comment tu définis la danse contemporaine? Ouais, la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Ouais, c'est toujours hyper bizarre de répondre à cette question parce qu'on me la pose souvent et je sais toujours pas y répondre. Je devrais avoir une réponse préécrite que je me note quelque part. Comme une discussion sur la capoeira tout à l'heure. Ouais, voilà. La danse contemporaine, c'est une danse qui n'a pas de temps, pour moi, qui peut exister dans le futur, dans le passé, aujourd'hui, mais qui est de son temps. Et du coup... Elle change tout le temps, en fait. Hein? Elle change tout le temps. Elle change tout le temps. Elle évolue évolue tout le temps. mot temps. Oui, oui, carrément. Comme la pop dans la musique, par exemple, ça change de définition avec le temps parce que Voilà. Et tu peux aller voir un spectacle de danse contemporaine ce soir et un autre demain, qui seront mais complètement différents. Mais est-ce que la danse classique de l'époque, c'était la danse contemporaine de l'époque? Non. Mais est-ce que... Ouais, ok. Je crois pas. Est-ce qu'à l'époque de l'apogée de la danse classique, quand c'était ça la danse conventionnelle, je sais pas, j'aurais pas les dates, j'ai pas l'histoire de la danse ou quoi, mais est-ce que c'était considéré comme la danse contemporaine, tu vois? Et est-ce que dans 100 ans, on dirait que la danse contemporaine d'aujourd'hui, c'est la danse classique? J'en sais rien. Je pense qu'à l'époque, la danse classique, c'était... c'était tellement sur un piédestal c'était vraiment un style de danse bien ancré. Les gens allaient voir un ballet à l'opéra et la danse contemporaine est arrivée en cours de ça, mais elle a vraiment marqué une rupture. Et donc ça a été assez clair de dire c'est plus ce qu'on regardait avant, c'est plus de la danse classique, du coup c'est quoi? Donc c'est contemporain, c'est avant-gardiste, du coup, voilà. Tout ça, quoi. Mais est-ce que c'est quand même défini par des mouvements particuliers, tu vois? Est-ce qu'il y a quand même vraiment des codes? La danse contemporaine? Ouais. Alors, voilà, la différence qu'on peut avoir à la limite entre le classique et le contemporain, par exemple, c'est que le classique, on va avoir des codes de mouvements écrits avec des noms, avec du vocabulaire, à la barre, au centre, etc., avec des positions de pied, des positions de bras qu'on apprend dès le départ, qui est en fait notre alphabet après pour danser. En danse contemporaine, il y en a des positions, des postures, mais c'est mon avis, c'est pas la priorité pour... C'est plus ce que tu racontes un peu. Moi, oui. Je le vois comme ça un peu la danse contemporaine. Des fois, c'est presque plus une performance scénique que de la danse. Moi, j'ai très peu de bagages culturels dans la danse et c'est vrai que la plupart du temps, quand je vois de la danse contemporaine, il y a vraiment, je trouve, un mélange entre la danse et oui, une performance, raconter une histoire, plus que dans les autres danses où je pense que les autres danses, on est tous capables de, si tu me dis un mouvement de jazz ou de rock, je sais pas, on en a tous en tête, quoi, tu vois, alors que la danse contemporaine, moi, c'est hyper... Oui, c'est plus dur à définir. C'est plus dur à définir et à imager, je trouve. Oui. Comme l'art pictural et tout ça, en soi, genre la peinture l'art contemporain. Oui, il y a sûrement des équivalents, mais comme tu parlais de la pop, quels sont les éléments typiques de la pop, tu vois, c'est dur à... Parce que ça évolue avec le temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans la danse contemporaine, ça mélange des codes d'autres types de danse ou est-ce que c'est pas... Si, il y a des influences. Ouais, ok. Ouais, il y a quand même pas mal d'influences. Mais du coup, c'est là où on voit la signature de chacune. Et c'est de là où, comme je disais, tu vas voir un spectacle ce soir et un autre demain, ce sera pas du tout la même chose. Et pourtant, les deux sont considérés comme de la danse contemporaine, mais peut-être qu'il y en a un qui est plus puisé de cette influence-là, de cette culture-là, de ce pays-là. Et puis l'autre, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très varié. Est-ce que ce serait pas la liberté créative finalement de faire de la danse contemporaine? Et c'est la vision de l'artiste qui... Ouais, bien sûr. Qui définit dans tous les cas, non, parce que vous êtes au service d'une chorégraphie, d'un message, d'une histoire.
Mais est-ce que s'inscrire dans un registre de danse contemporaine ne serait pas justement s'enfermer dans des codes plus classiques de tel type ou quoi? Est-ce que finalement le contemporain n'ouvre pas et ne repousse pas les barrières de certains types de danse? Ouais, si, et que je ça pense. permet d'être plus libre en fait sur une certaine chorégraphie? Ouais. Ouais, je pense. Eh ben très bien. Enfin. Bah super. Non, du coup, je voulais parler un peu des différents projets aussi dans lesquels tu as pu bosser, quoi, soit danser, soit chorégraphier. Déjà, à quel point c'est différent pour toi selon si t'es danseuse ou si t'es chorégraphe sur un projet? Qu'est-ce qui change vraiment pour toi? Si je suis danseuse-interprète, je suis au service d'un projet qu'on m'impose. Alors qu'on m'impose. J'ai choisi d'être là un petit peu quand même, ou alors j'ai passé un casting, donc c'est parce que ça m'intéressait, et que la vision du ou de la chorégraphe m'intéressait. Mais je suis interprète de quelque chose. Donc comme quelqu'un serait comédienne dans un film d'un personnage. Mais il y a quand même toute la période de création dans laquelle on prend part, où du coup on participe aussi plus ou moins à la création, selon si le créateur ou la créatrice a tout écrit comme une musique de manière partitionnelle, et c'est vraiment de A à Z au millimètre près, tout est cadré, il faut tout connaître par cœur, et c'est vraiment le faire et le refaire et interpréter ça. Ou s'il y a vraiment une liberté dans la création aussi, où il y a une part de nous qui peut s'exprimer plus librement, ça dépend. T'approprier le sujet, quoi. Oui, c'est ça. Ça dépend. Là, la marge de manœuvre là-dedans, ça dépend des personnes et des projets. Du chorégraphe, du coup. Et du chorégraphe, et de ce qu'il a envie, enfin voilà, de comment il a pensé son spectacle. Et en tant que chorégraphe, du coup, ça dépend de si je chorégraphie une pièce, mais je m'inclus dans la pièce, en tant que danseuse-interprète, ou si je chorégraphie, mais je m'inclus pas. Ouais. Pour d'autres personnes, pour des danseurs-interprètes. Et donc là, la vision est assez différente. J'ai eu l'occasion de faire les deux. Et ce qui est drôle, c'est que très rapidement, j'ai préféré être extérieure et ne pas m'inclure. Ok, c'est pas frustrant Non. En fait, j'avais envie vraiment de me confronter à ça, de me dire j'ai mes idées dans ma tête, mais je les mets sur des gens, sur d'autres gens qui vont le faire à ma place. Mais j'ai pas envie que ce soit mon corps qui transmette ce que j'ai dans ma tête, j'ai envie que ce soit d'autres corps qui transmettent ce qu'il y a dans ma tête. Est-ce que tu arrives à avoir le degré justement d'interprétation tu connais la personne qui va interpréter ce que tu imagines et à quel niveau tu arrives à mettre de côté ce que toi tu visualises tel que toi tu l'imagines et tu l'aurais fait peut-être indirectement et du coup à quel niveau est-ce que tu prends en compte l'expérience, le style, le corps, le mental de la personne qui va interpréter ce que toi tu imagines. Ouais. Comment tu places ton exigence, quoi, en gros. Oui. C'est beaucoup d'essais et beaucoup de communication aussi avec les danseurs et les danseuses sur ce que j'ai dans ma tête, parce qu'ils peuvent pas deviner ce que j'ai dans ma tête, même si je leur écris un truc sur un papier, c'est compliqué. Donc c'est beaucoup de communication, on essaye, on discute, on essaie un truc, après on prend le temps, on s'assoit, bon alors vous en avez pensé quoi, vous avez ressenti quoi, moi par rapport à ce que j'avais dans ma tête, est-ce que ça répond à mes attentes, est-ce que ça me fait poser d'autres questions, parce que souvent c'est ça en fait. Souvent ce qui se passe c'est qu'on fait un essai et je me rends compte qu'en fait ça ouvre d'autres portes auxquelles j'avais pas forcément pensé. Et du coup, le travail est toujours un peu en commun avec les artistes avec lesquels on travaille, parce qu'on avance ensemble dans le cheminement de ce qu'il y a dans ma tête. Mais l'exigence, oui, c'est difficile d'avoir exactement ce qu'on veut dans sa tête. Faut pas chercher, enfin pour moi, je pense qu'il faut pas chercher à avoir exactement pile poil le résultat de ce que je vois dans ma tête, parce que je l'aurai jamais. C'est pas c'est une collaboration. Oui, puis c'est pas forcément le but en fait. Et est-ce que tu vois, je sais que nous on a souvent parlé, je pense même que ça porte un nom ce truc là, mais tu sais un peu le degré artistique entre le projet que tu visualises, qu'il soit filmique pour nous en tout cas, entre ce que tu imagines dans ta tête vraiment quand t'es en plein dans le projet, tout ça, et le rendu que tu t'imagines dans ta tête, et finalement à la toute fin du projet quand tu as ton truc terminé, et il y a toujours un petit degré de ça, tu repenses à comment tu imaginais ce plan-là par exemple, et voilà à quoi il ressemble vraiment. Et pour moi, quand tu te professionnalises, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans d'autres aspects, moins tu auras de différence entre ce que tu imagines et ce que tu as au final, plus tu commences à te professionnaliser et donc à aller dans le détail
et à voir finalement ce que tu imaginais de A à Z, parce que t'as pris en compte tous les détails et les paramètres qui font que à la fin tu as exactement en détail près ce que tu veux. Et du coup dans la danse, vu que c'est abstrait, vu que c'est purement physique, mental, enfin ça reste quelque chose de très la moindre chose peut tout émotionnel changer, en fait, c'est tellement émotionnel et tout, et c'est pas tu vois, c'est pas juste le choix d'une caméra, le choix d'une optique, le rendu, tu vois, le rendu dans l'audiovisuel, tu peux facilement l'anticiper. Et du coup, dans la danse, ce degré-là de différence que tu as entre ce que tu imagines toi dans ta tête et de ce que tu as en face de toi, au moment où tu travailles avec le danseur, est-ce que finalement tu te rends compte que de plus en plus, ça ressemble à ce que tu imagines et tu y trouves... Est-ce que si ça ressemble pas, ça t'apporte des nouvelles choses ? Ou est-ce que si ça ressemble pas à ce que tu imagines, justement, ça te bloque un peu et tu vas faire en sorte que ça ressemble ? Quel type de chorégraphe es-tu ? Si ça ressemble pas à ce que j'avais dans ma tête, c'est ce que je disais, ça va m'ouvrir des portes. Donc soit ça va me fermer une porte en disant « Ok, là, c'est pas là où il faut aller pour trouver ce que tu veux, donc prends une autre porte. » Et au contraire, parfois, ça peut en ouvrir et se dire « Ah, mais en fait, il ou elle vient de me proposer quelque chose sans que je lui demande, en fait, inconsciemment. Et je me rends compte qu'en fait, je peux cheminer par là pour avoir ce que je veux, ce que j'imagine. Et peut-être qu'avec cette personne-là, c'est comme ça qu'il faut cheminer. Et peut-être qu'avec un autre artiste, ce serait autrement. Mais ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, du coup, quand tu veux être chorégraphe et que tu travailles avec d'autres danseurs, d'avoir des propositions, en fait, ou est-ce que tu recherches à avoir des... Être tyrannique. Non, mais le terme... Je suis tyrannique. Le terme est horrible, mais presque... non pas des pantins, parce que c'est vraiment pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire, au moins, genre, est-ce que tu cherches comme un chef-op, enfin un cadreur ou quoi, ou juste quelqu'un qui va exécuter ce que je veux, ce que je demande. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir des personnes qui sont capables de faire les deux. Ouais. Donc, ça demande des compétences. Donc, moi, quand je suis danseuse-interprète, des fois, il y a des chorégraphes qui me demandent de faire exactement ce qu'on leur demande. Et dès que j'y ajoute un peu ma patte, on me dit « Reviens comme je t'ai dit. Ouais, okay. » Parce que je veux pas que tu débordes à ce moment-là. Par contre, tu auras un autre moment pour déborder avec ta personnalité. Là, je veux ça. Donc, moi, à ma place de chorégraphe, j'avoue que si la personne... elle peut être, avec toutes ces compétences-là, c'est beaucoup plus riche pour moi, forcément, que d'avoir qu'une personne qui sait que exécuter ou une personne qui sait que faire à sa manière. Une personne qui peut être les deux et qui arrive à jongler quand on le demande, à être très carré sur ce qu'on vient de demander, sur ce pas-là, sur cette émotion-là, je la veux comme ça, et c'est tout. Et à ces moments-là, faire des propositions, et du coup, ça aide aussi à trouver d'autres chemins, c'est encore mieux. Les deux ensemble sont vraiment chouettes pour travailler. Est-ce que, à l'inverse, quand t'es pas chorégraphe, mais que t'es danseuse, donc au service d'un chorégraphe, est-ce que justement, quand un chorégraphe te reprend justement sur une intention, sur un détail, une gestuelle en particulier, comment tu le prends, toi ? Est-ce que tu admets sa vision à lui et du coup tu veux faire en sorte, ou est-ce que si tu ne comprends pas pourquoi il veut comme ça et que toi ça ne rentre pas, tu le prends mal ? Ça peut être frustrant, parfois. Si moi, dans l'écriture chorégraphique qu'on me propose, je m'y retrouve pas, parce que ça arrive, des fois. On me dit, on fait cette choré-là, cette phrase de chorégraphique-là, avec cette émotion-là. Je la fais parce que c'est mon travail, mais je vibre pas trop quand je le fais. Je suis un peu là, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, mais je ressens pas grand-chose. Du coup, j'ai tendance à aller essayer de creuser un peu pour essayer de, moi, kiffer mon moment, parce que c'est quand même le but de mon travail, d'essayer d'aimer mon travail. Et si jamais la personne me dit « Là, tu commences un peu à... ça me plaît pas trop, j'aimerais bien qu'on revienne à la base de ce que j'ai demandé », ça peut être frustrant, mais il faut le faire. Et en fait, avec le temps, on se rend compte qu'à force de le faire, on trouve des clés pour aimer finalement ce passage qui m'appartenait pas du tout, qui venait de l'extérieur et qu'on m'a demandé de faire. Qui peut-être au début était... c'est pas une question d'aimer, c'est juste... je me sentais pas moi-même forcément le faisant, et du coup il y a des clés à trouver, mais c'est vrai que ça peut parfois être un peu frustrant quand on se dit non, tu fais pas comme toi tu veux. Tu fais comme moi je veux. Normal. Puis là du coup je pense que c'est hyper important pour le coup là, l'aspect humain du chorégraphe. Oui. De réussir à faire entendre ce qu'il veut, et même et je suppose que la danse peut-être encore plus que dans l'acting et tout, mais vous devez répéter les trucs inlassablement, et je pense qu'à un moment, s'il y a un blocage, ça peut devenir hyper long, hyper comment dire, pas énervant, mais
ça doit mettre dans un état de pas réussir à faire un pas et de pas réussir à donner la satisfaction au chorégraphe. Et en même temps, je comprends le truc de vouloir toujours, tu sais, répéter, parce que un acheminement, je trouve, pour aller vers une intention dans la danse, comme le jeu, hein, vraiment, pour faire un parallèle, il faut passer par plein de propositions pour trouver peut-être la bonne, tu vois. Il y a aussi ce truc de, est-ce que, on en a parlé il y a pas longtemps avec une chorégraphe, de est-ce que c'est moi qui danse ou est-ce que c'est le personnage qu'on me demande de jouer qui danse, tu vois. Et c'est un peu comme au cinéma, finalement, quand t'es actrice, enfin, je suis pas actrice, mais j'imagine est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est toi ton âme, tes émotions qui jouent, ou est-ce que c'est le personnage que tu dois faire qui est en train de jouer? Et des fois, c'est là où faut trouver l'endroit où se placer. Et c'est pas toujours facile. Il y a une question que je me posais, c'est est-ce que le chorégraphe, du coup, sur les projets sur lesquels tu bosses, c'est le chef, ou est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a sa vision et qui embauche un chorégraphe qui va devoir répondre à cette vision? Une sorte de prod, en fait, de la danse. C'est l'équivalent du réal, le chorégraphe. Si on devait alors, disons que oui, la chorégraphe, c'est le chef du projet. Si il veut, ça c'est déjà arrivé, il peut s'accompagner d'un regard extérieur, d'un assistant, une assistante, quelqu'un qui va venir l'aider en fait dans la création. Normalement, le chorégraphe c'est le plus haut chef du projet. Après, si c'est par exemple dans le cadre d'un opéra, il va y avoir un metteur en scène qui va demander à un chorégraphe de gérer la danse dans l'opéra en fait. Parce que le metteur en scène, t'as un directeur artistique, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Ouais. Et du coup, tu bosses sur quel type de projet généralement? Est-ce que t'es plus sur scène ou en studio ou en tournage ou que sais-je? C'est de plus en plus varié en ce moment. Ouais. Du coup, c'est cool. Je vais autant danser dans des théâtre traditionnel fermé avec une salle de spectacle, des fauteuils, voilà, des coulisses. Autant je vais travailler pour des spectacles de rue. Okay. Donc là, du coup, on n'est plus dans le théâtre traditionnel, on est vraiment sur des places de mairie, dans des parcs, dans des guinguettes. Donc on se retrouve dans des espaces assez différents et avec un public aussi très différent, parce que c'est pas des gens qui viennent acheter leur place 25 € et qui s'assoient pour regarder le spectacle. C'est des gens qui passent par hasard, soit qui ont vu qu'il y avait un petit festival par ici et ont envie d'aller voir. Donc aussi, le public est pas pareil. Et aussi, quelquefois, du coup, non pas dans le cadre direct du partage avec le public, mais avec, du coup, une caméra, donc soit dans des clips ou dans... Voilà. Donc ça, c'est une autre façon aussi de faire du spectacle. En tout cas, pour moi, en ce moment, c'est les trois que je traverse en ce moment, quoi, dernièrement. T'en as fait beaucoup des clips ou des trucs plus vidéo? Pas tant que ça, non. Non, pas tant que ça. Ouais, c'est un peu la nouvelle contrée que tu vas... Après, j'en ai fait... j'y ai touché assez vite avec ma grande sœur qui travaille dans la vidéo. Okay. Du coup, assez jeune, on a testé des trucs, mais c'était pour le plaisir d'essayer de danser devant une caméra. Mais c'était déjà très chouette de faire cette expérience-là, alors que j'étais encore au collège, quoi. Carrément. Mais officiellement, non, j'en ai pas fait tant que ça. Et ça te plaît? Ouais, carrément. C'est complètement différent. T'as envie d'en faire plus, ouais? Oui. Ouais. Parce que du coup, t'es forcément chorégraphe sur ces projets-là? Pas forcément. Ouais. Je pourrais, par exemple, être embauchée par tel chorégraphe qui tourne un clip pour une chanteuse et qui a besoin de 3 danseuses. D'accord. Et du coup, je vais être encore danseuse-interprète, mais dans le cadre d'un clip. C'est possible. Est-ce que t'as tourné des clips de merde? Des clips de merde? Ouais, il y a pas longtemps, ouais. C'était ma question, justement. Ok. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on a fait des projets en commun, enfin, en tout cas avec vous, les gars, avec Uppercut. Vous voulez en parler un petit peu? Carrément. Bah, du coup, c'est intéressant en plus parce que on a fait 2 projets ensemble. Ouais. Oui, c'est ça. Et un où t'étais danseuse et l'autre où t'étais chorégraphe. Et pour un groupe qui s'appelle ANFA. On avait fait ces clips à 1 an d'intervalle. Même un peu plus. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Un peu plus, ouais. On avait commencé par le clip où tu étais danseuse. Oui. Et après, on a refait un projet ensemble où là, tu étais chorégraphe. J'étais extérieure, ouais. En soi, danseuse chorégraphe, finalement. Bah, le premier, finalement, j'étais la seule, donc j'étais chorégraphe et danseuse. Et le deuxième, par contre, c'est vrai que j'étais complètement extérieure. J'apparaissais pas à la caméra. Mais c'était hyper intéressant le premier, enfin l'autre aussi. Mais le premier, c'était hyper intéressant parce que bah, nous, la danse avec Léandre, on n'est pas... Alors Léandre aime beaucoup ça, surtout la danse, comment on filme la danse. Mais c'est vrai que par contre, dans la chorégraphie, on était ultra... Enfin, dans mon souvenir, on était ultra...
comment dire, on n'avait pas grand chose à dire, tu vois, genre Mm. on était un peu, bah ok, on va s'adapter à ce que tu fais. Même pas dans ce sens-là, c'est plus on était. Enfin, On se sentait pas légitime de c'était pas dans ça, d'aller- c'était plus, en fait, genre, je trouve ça trop beau, tu vois, genre, Bah juste, oui, oui, je trouve oui. ça trop beau, et du coup, grave, en fait, ça me va, tu vois, genre, Oui. Non mais j'avais et- pas conscience de la technique ou quoi, et du coup, de la technique de danse, et du coup, Mm. je prenais, en fait, je prenais ce que tu proposais, en fait, dans le sens où ça m'allait grave, tu vois. Oui, genre, vous aviez c'était- pas envie de donner des nouvelles indications supplémentaires au niveau danse. oui, et Vous puis- m'en avez donné quelques-unes, hein, quand Ouais. même. Genre, mais c'était plus au niveau quand on est au niveau bas pour la caméra, Oui, au voilà, niveau oui, haut, c'était des plus choses plus comme ça. des aspects techniques que chorégraphiques, mais parce que, en tout cas, à cette époque-là, mais toujours encore aujourd'hui, c'était plus un truc on découvrait. Nous, tu Ouais. vois, genre la caméra et la danse, et je pense qu'on en reparlera encore une fois après. Oui. Et c'était surtout sur des aspects techniques qu'on te reprenait ou quoi, mais il y avait vraiment dans les premières expériences, en tout cas avec toi, puisque c'était nos premières expériences de danse, vidéo avec toi, des aspects techniques, puisque moi, toi, on se sentait pas, comme tu dis, légitime de donner des directions. Puis on mais n'avait pas le aussi parce lexique, que- on n'avait aussi- pas aussi le... Moi, c'était même pas tant par rapport au vocabulaire, c'était Ouais. plus par rapport j'avais pas le recul artistique de me dire que ça pourrait être différent et tout. C'était en mode, Ouais. je prenais parce que ça m'allait déjà fois 1000 en fait, genre c'était souple, ça allait avec Merci. la musique, ça allait. Non mais quand j'y repense par contre c'est vrai qu'on avait tu vois il me semble tu vois le gros plan de la main et tout tu vois ça c'était plus des trucs où c'était toi qui l'avais proposé mais on était ok ça faut se focaliser dessus et tout c'est top tu vois, c'était plus des moments narratifs Oui. pour raconter le clip que des moments de danse où là on intervenait où là c'était toi qui faisais ta proposition. Vous avez vraiment le regard extérieur à ce moment-là. Donc vous avez vraiment la possibilité, avec ce que je vous propose, de dire on va le raconter de cette manière-là, de cette manière-là ou de celle-là. Et du coup, la caméra est pas utilisée de la même manière. Et du coup, c'est là où vous me proposez en effet de faire un gros plan ou de On faire a un plan plus fait large. une captation, on va dire, de ta danse. Ouais. Au maximum dans l'accompagnement de tes mouvements et tout ça. Ouais. Mais ça, en tout cas, sur ces projets-là, ça a toujours été un peu la caméra qui s'adaptait finalement à toi, ton ressenti, à tes mouvements, etc. Plutôt que de quelque chose de vraiment millimétré, à l'inverse, en fait, où ce serait plutôt la danse qui s'adapte à la caméra et à la mise en scène. Et ce qui s'est un peu fait sur le projet d'après au final. Oui. Ouais, mais pour moi, c'est plus du coup sur le projet. Mais il faut les citer parce que sinon, on sait pas trop de quoi on parle. Du clip Running Again, donc de Ain't No Fucking Artist, qu'on a sorti au mois de janvier, où là, c'était plus, on avait un décor, disons. On avait plus un décor, une sorte de scène, une sorte d'espace d'arène. Il y a un plan séquence à faire aussi. Et un plan séquence à faire à la caméra. Et c'était plus, du coup, la chorégraphie qui s'adaptait au décor, principalement, avec les éléments de décor que tu avais placés avec Océane. Et après, derrière, oui, l'audiovisuel, la caméra qui s'adaptait en fait à tous ces mouvements-là, à tout ça. Bien sûr, en communication, en faisant en sorte que tout soit bien calé et que ça ne tombe pas dans tous les sens. Mais ça a toujours été, pour l'instant, je trouve, un petit peu un grand espace, un espace avec la chorégraphie dedans, et après, nous, derrière, qui amenons la caméra pour essayer de mettre en valeur, en fait, ce truc-là. Et non pas des plans prédéfinis, millimétrés. Et après, Anaïs, démerde-toi, tu as ça, à tel moment, tel moment, tel type de mise en scène et tel type d'esthétique, où il faut juste que tu trouves un truc et que tu te démerdes pour rentrer là-dedans, en fait, au mieux possible, et que toi, tu mettes en valeur l'idée de mise en scène. Ça a toujours été l'inverse pour l'instant, de trouver un décor, une choré dedans, et nous adapter vis-à-vis de ça. C'est possible que ça soit donc là, par exemple, sur Away From Myself, donc le premier clip, moi, j'étais en impro. Donc, on est parti sur cette idée-là de se dire, bon, Anaïs, elle est en impro, donc forcément, on peut pas se dire, là, la caméra, elle sera comme ça, et toi, tu t'adaptes. Mais le jour où le projet, il sera pas en impro, mais qu'on décide que la chorégraphie, elle est comme ça, et que on a des plans très précis qui sont obligatoires à avoir dans la boîte. Du coup, ce sera la caméra qui donnera le rendez-vous, le repère en fait dans la musique. Et c'est pas du tout le même travail, ni pour les caméramans, ni pour la danseuse, ni pour la chorégraphe, pour personne même en fait. En préparation aussi. Oui, coup, c'est ça. On est obligé en amont d'être beaucoup plus aussi en lien en fait. Pour, imagine Running Again, on l'aurait chorégraphié, millimétré de manière obligatoire. Il aurait fallu que moi, et avec Félix et vous deux, on travaille en amont et que moi, je crée une chorégraphie en amont qui était arrêtée et décidée.
et qu'après je la prenne à Océane, et qu'après le jour où on fait le tournage, Océane juste elle refait exactement la même chose, et on voit si ça match à ce qu'on avait prévu, quoi. Ouais, qu'elle voit avec la caméra et tout. Ouais, c'est... Des très beaux projets en tout cas, sur lesquels moi j'ai pas bossé, mais justement je les ai tous vus et je trouve ça vraiment cool, c'est du très, très beau travail. C'est gentil. Merci Cédric. Du coup, question qui n'a rien à voir, mais dans l'ensemble, tu préfères danser toute seule ou est-ce que t'es plus à l'aise au sein d'une troupe ou avec des partenaires ou peut-être en duo ou des trucs comme ça? Ou est-ce que t'aimes tout? Ouais, je sais pas. En ce moment, en tant que danseuse-interprète, je danse pas seule. Je danse toujours soit en duo, soit en trio, soit en groupe, plus ou moins grand groupe. Le plus grand groupe avec lequel je danse en ce moment, on est 10 sur scène. Okay. C'est quand même une belle équipe. Bah ouais. Surtout en ce moment, on est compagnie avec 10 personnes sur scène, c'est pas souvent. Et en fait, quand je chorégraphie rarement des solos aussi. Du coup, là, maintenant, tout de suite, je suis en train de me rendre compte que peut-être je suis pas si fan du format solo que ça. Parce que je t'ai vu que sur des projets solo, du coup. Du coup, dans les clips, jusque-là, ouais, j'ai toujours été solo. Et du coup, tu chorégraphies pour 10 personnes aussi, des trucs comme ça? Non, l'équipe où on est 10, je suis danseuse-interprète. Donc Mais sur des projets où tu quand je chorégraphie, j'ai fait trio, duo. J'ai pas été... alors dans le cadre des études, j'avais chorégraphié pour 5 personnes, mais c'était... Bon, à ce moment-là, je me considérais pas encore... Enfin, j'étais dans le cadre des études. C'était plus un exercice, on va dire. Mais ça prend quelle forme, du coup? Est-ce que tu considères ça comme une seule choré qui prend avec plein d'intervenants, ou est-ce que c'est genre 5 chorés différentes qui se mélangent? C'est 5... s'il y a 5 personnes, c'est 5 individus qui interprètent ce que j'ai dans ma tête. Mais genre, tu dois créer 5 danses? Non, pas forcément. Ça peut être... Déjà, l'univers, il est commun à tout le monde. Ouais. On est tous dans le même... on parle de la même chose. On est au même moment, au même endroit. On fait la même chose. En termes de mouvement, après, tout le monde peut danser exactement la même chorégraphie simultanément. Oui, bien sûr, ouais. Ou il peut y avoir 2 personnes qui font quelque chose, nuances, puis 3 autres qui en font une autre. Ou alors, c'est 5 personnes, 5 solos différents dans le même spectacle. Enfin, après, là, la liberté, il n'y a pas de limite. Possible. Ah oui, tout est possible. Ça, je trouve ça trop cool. Genre, dans le sens où, pour faire un rapprochement avec la musique, par exemple, tu vois, par exemple, t'as un orchestre. Ouais. Tu vas avoir différents instruments différents. Et en fait, je sais pas, une partition. Imaginons qu'une partition, c'est une chorégraphie. Tu vas avoir, je sais pas, les violons qui vont, sur la même musique, avoir telle rythmique, avoir telle ponctuation, avoir telle place, en fait, tout ça. Derrière, tu vas avoir, je sais pas, les cuivres, les percus, tout ça. Et je trouve qu'une chorégraphie, dans l'image que j'en ai de manière générale, vraiment amateur ou quoi, ça va souvent être une belle chorégraphie va être dans la synchronicité entre tout le monde. C'est quand tu vas avoir vraiment un truc visuel qui est synchronisé entre tout le monde et tu vas avoir un beau rendu visuel. Et en même temps, je trouve ça intéressant quand je tombe sur des images, tu vois, de danse, de chorégraphie, où en fait tout va se compléter parfaitement, quand il va y avoir des opposés, des contrastes de mouvements, quand il va y avoir des échos, des petits écarts, tu vois, entre les différents types de danse, et que tout va se répondre et que tout ça va faire une unité. Mais du coup, voilà, juste pour faire un petit parallèle à la musique, c'est que sur la même musique, t'as plein d'instruments différents. Et moi, ce que j'aime trop dans une chorégraphie, c'est quand il y a plusieurs personnes, que c'est pas juste tout le monde est en mode hyper synchro, robotisé, tout ça, que tout le monde est hyper synchro, mais qu'il y a bien des gens qui sont différenciés, tout ça, et que c'est pas non plus un joli bordel, mais que tu te rends compte à quel point, en fait, voilà, bref. Que dans les différences, ça crée une unité, en fait. C'est un vrai sujet, ça, hein, le côté partitionnel de la danse. Parce qu'il existe, puis il y a même des chorés qui sont écrites sur partition. Ça existe d'écrire la danse, donc c'est un vrai truc, ça. Et c'est chouette de le voir comme ça. Moi, j'aime bien le voir comme ça aussi, quand on est en groupe, en tout cas. Mais du coup, à quel niveau, je vais partir loin, mais en gros, à quel niveau est-ce que telle partie de la chorégraphie, comme si c'était une partition orchestrale, telle partie de la chorégraphie, donc je sais pas, les 3 danseurs sur les 12, pourquoi eux, ils représentent quelque chose de plus acoustique, quelque chose de plus aigu, quelque chose de plus fin, et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, dans la chorégraphie, ils représentent plus la base, le cuivre, le grave... Je parle loin, hein, genre vraiment... T'es plutôt un violon ou un tuba, un violon ou un corps, tu vois, genre... sans mauvais jeu de mots.
Ouais, c'est... oh. Connard. Non, mais est-ce qu'on peut y faire des métaphores, des comparaisons à justement des instruments, en fait? Oui. Comme on pourrait dire ces différentes voix dans un chœur, tu vois. Ouais. C'est pareil. Après, comment c'est représenté? C'est ça. Là, ça va être la matière chorégraphique de comment ce danseur-là il va aborder le mouvement et comment ce danseur-là il va l'aborder. Est-ce qu'il y a un truc de genre vraiment pour moi genre l'aigu dans la danse, ça va être comme tu sais une forme d'onde sonore où tu sais plus c'est aigu plus le sinusoïdal est tu sais rapproché. Ça peut être dans la vitesse. Et du coup c'est plus du ouais. C'est plus du rapproché en fait, alors que le grave tu sais dans le son c'est des longues ondulations tout ça et du coup c'est plus du long mouvement souple et rond, ouais. alors que l'aigu sera plus du carré, du rapproché, ouais. du carré, du rapproché, du saccadé, tout ça. Ouais. Bah là tu pars dans des là t'es en train de nous donner les images des sensations qu'on peut avoir quand on danse. C'est-à-dire si on nous demande de comment là si je te mets une musique bien grave, bien étirée et tout, comment tu danses là-dessus? Ouais. On va pas souvent faire en train de sauter partout et de faire des mouvements très très rapides et très secs en général. On peut, mais... Tu vas partir sur un truc près du sol. En général, juste dans la sensation de la vibration du truc, t'as envie d'être dans un truc hyper intense, hyper épais. En tout cas, moi, si on me met ça, je vais être dans un truc plutôt lent et plutôt épais, comme si l'air était lourd, tu vois. À côté de ça, tu me mets une flûte traversière qui me fait un petit chant aigu. Je vais plus volatile je vais être avec des mouvements plus rapides. Ça va se jouer dans la vitesse, ça va se jouer dans comment mon mouvement, est-ce que c'est épais l'air ou est-ce que c'est léger autour de moi, je trouve ça fou que ce rapprochement-là, c'est le cas instinctivement en fait, alors que physiquement, c'est ce qui ressemble, ça ressemble à ça le son, tu vois, genre c'est. Mais c'est le cas chez tout le monde, hein. Mais il y a la notion de rythme aussi. Oui. Tu t'accordes aussi au rythme. Au rythme, c'est rythme, vitesse, espace, temps. Enfin, il y a toutes ces notions-là dans la danse, mais c'est pas tout le monde le fait naturellement. On n'a pas besoin d'être danseur ou danseuse pour le faire. Fou, en fait, tu vas en boîte, on te met un son, d'un autre son après, tu danses pas de la même manière selon mais le rythme, en termes de fréquence, tu vois, genre vraiment aigu, bas, tu vois, genre juste ça. Et c'est ouf de se dire que quelque chose de grave, comme une fréquence grave, ça va être rond et long. Et tu vas danser de cette manière-là, alors qu'un son aigu ça va être des signaux très rapprochés et tout ça. Et... Après, c'est pas une règle arrêtée. Bien sûr. C'est quelque chose qui est naturel, mais qui... C'est du ressenti. Voilà, c'est ça. Mais qui ressemble à des choses réelles, tu vois. Ouais. La symphonie des corps. Oui. Oh. C'est très beau. C'est très... Cédric s'est réveillé. Quoi? Bonjour. T'as déjà joué la comédie? Genre fait des projets qui mêlent théâtre et danse, par exemple ou Comédie musicale? Est-ce que tu considères que dans une comédie musicale, tu joues un peu la comédie? Est-ce que tu joues un peu un espèce de personnage Oui, mais même sans la comédie musicale, en fait. Du Puy du Fou, si on essaie de rapprocher les deux. Je prends mon dernier exemple qui me vient en tête là, quand j'ai dansé dans un opéra justement, dans lequel j'étais danseuse-interprète, mais bon, il y avait aussi le fait que là c'était l'opéra d'Armide, donc c'est une tragédie. C'est un opéra qui existe déjà, il y a une vraie histoire, il y a les costumes, il y a tout, il y a tout ce qui va avec aussi, c'est un opéra quoi, donc il y a les chanteurs et les chanteuses d'opéra qui sont à 2 mètres de toi qui chantent, t'as le chœur, t'as l'orchestre à 5 mètres juste là, et du coup tu dois faire la comédie, t'es dans un personnage, tu vraiment. racontes une histoire. Ouais. Et là t'es vraiment au service de l'histoire qui se raconte, t'es là pour faire la narration de ça quoi. Toi t'envisages la danse différemment du coup quand c'est le cas, comparé à des trucs où tu seras juste sur une impro, sur une chanson quoi? Non, je pense que il y a parfois ça peut être beaucoup plus abstrait. Ouais. Là sur cette expérience-là, c'était pas abstrait, c'était vraiment très clair que pourquoi on faisait ces mouvements-là et pourquoi on était dans ce costume-là, c'est parce qu'on devait faire passer ce message-là et qu'on était tel personnage à ce moment-là quoi. Ça peut être beaucoup plus abstrait en étant sur scène, donc ça dépend. Ça dépend des projets. Et dans un opéra, t'as jamais joué de rôle parlé aussi? Non. Toi, de danse et en même temps, t'as des lignes de dialogue. Alors, dans le cadre de l'opéra, non. Parce que je vois souvent ça, du coup, pour le coup, dans les spectacles de rue. Oui. Où, tu sais, souvent, les danseurs et danseuses, tu sais, ils s'adressent au public, tu vois, genre, ils vont leur parler, ils vont raconter une histoire aussi. Ouais. Et voilà. En fait, ça m'est pas arrivé dans le cadre de l'opéra, parce que, du coup, dans l'opéra, là, les danseuses sont un peu le corps de ballet et
ne prennent pas, non pas le rôle de prendre la parole. Ça pourrait, hein, mais dans celui-là, qui était assez conventionnel, bon, c'était pas ça. Ça m'arrive en effet plus de le faire dans des spectacles de rue, ou encore là, je suis en création avec une compagnie où on va sûrement prendre la parole sur scène. Il y a de fortes chances, même si c'est pour pas dire grand-chose de très long. Je vais pas sortir un texte, mais oui, il y a de fortes chances qu'on ait la voix à utiliser, soit parler, soit chanter, soit les deux. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la comédie musicale ? Je veux dire, t'en as fait, t'aimes bien ça ? Je suis hyper fan de comédie musicale parce que j'ai regardé beaucoup de comédies musicales quand j'étais petite. Mmh. J'en ai fait à travers des stages de danse, tu vois, les stages d'été un peu que tu prends quand t'es gamin, t'es en grandes vacances, tu prends des stages d'été par-ci par-là. J'en ai pris avec dans l'association dans laquelle je dansais et il y avait le cours de comédie musicale. Cool. Qui m'a beaucoup plu en fait. J'ai bien aimé ce rapport hyper direct à la musique, à l'expression de on est là pour exprimer la joie, la tristesse, c'est très, je trouve ça assez direct en fait dans l'interprétation des émotions et je me suis vraiment éclatée quand j'étais petite à faire ça. Et puis oui, après j'ai regardé des comédies musicales via des films quoi, et ça m'a toujours suivi. Après depuis que je suis professionnelle, j'ai pas dansé dans une comédie musicale mais ça te plairait officiellement. Ouais, carrément, ça me ferait plaisir d'essayer en fait. Juste d'avoir l'expérience une fois, comme ça aussi je saurais si ça me plaît ou pas. Ouais. Puis souvent ça mobilise, enfin peut-être dans le cliché de la comédie musicale, des trucs connus, mais souvent ça mobilise vraiment beaucoup de danseurs et beaucoup de décors. Oui, c'est souvent des grosses équipes. Ouais. C'est souvent des grosses équipes et beaucoup de temps. Enfin, c'est pas un projet qui s'étale sur 3 semaines, quoi. Ça va être un projet qui va être beaucoup plus long aussi en termes de répétition et de tournée après. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rythme de vie de danseuse professionnelle ? Est-ce que tu considères que c'est un métier qui est précaire ? Est-ce que tu peux parler un peu des coulisses ? Ouais, c'est un métier où on vadrouille beaucoup, pas souvent à la maison. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas pour me déplaire, en tout cas, même si parfois c'est fatigant, pour l'instant c'est ce qui me plaît. C'est un métier qui a plein de points positifs parce que on découvre des endroits, on rencontre beaucoup de gens, on fait le métier qui nous passionne. Je devrais dire je dis on, mais je vais parler pour moi. Donc rencontrer des gens, découvrir des nouveaux endroits, faire ce qui me plaît. T'exprimer artistiquement. Voilà, et m'enrichir en fait humainement et artistiquement. Donc ça c'est juste fabuleux parce que c'est tout ce que je veux en fait. Dans tout ça forcément il y a aussi ça peut tirer sur des points négatifs, le fait d'être pas souvent chez soi, le fait de en fait je vais redire rencontrer des personnes, mais c'est dans le positif et dans le négatif, parce que ce qui se passe, on en parle souvent entre collègues, ça peut parfois être compliqué d'être investi avec ses collègues. Par exemple, pendant une semaine de répétition, full time, du matin jusqu'au soir. Parfois même, on dort au même endroit pendant la semaine, donc c'est vraiment tout le temps. On est avec ces gens-là tout le temps, donc on s'investit vraiment. Et en général, les danseurs-danseuses, j'ai l'impression qu'ils mettent pas de côté leur côté humain. On est vrai avec les gens, on devient même amis parfois, et donc on se revoit aussi à l'extérieur. Donc on s'investit complètement dans le travail avec nos collègues. Et voilà, le samedi, on prend le train, retour à la maison. C'est fini. T'as 2 jours de repos et tu te retrouves toute seule comme une nouille dans ton canapé, et t'es là, ok. Et en fait, lundi, tu réattaques avec des nouveaux collègues. Et du coup, tu dois te réinvestir avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles personnalités qui ont des nouvelles choses à t'offrir. Donc c'est génial, parce qu'encore une fois, ce que je dis, c'est qu'on s'enrichit. Mais tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup, et quand t'es chez toi, il y a plus rien. C'est presque trop extrême, en fait. Ouais, en fait, les transitions sont souvent un peu brutes. Et du coup, ça peut parfois être compliqué, selon les personnalités de chacune, de passer de ça à ça, quoi. Donc ça, c'est par exemple un point négatif, ou en tout cas un point compliqué et questionnant que je soulève parfois avec mes collègues. Ça va quand tu vas rentrer chez toi ce week-end, tu vas faire quoi? Okay. Les comédiens disent souvent ça des tournages aussi, j'ai l'impression. Tu crées une famille et tout, ça m'étonne pas. Pendant 6 mois, et après d'un coup, tu les revois plus pendant 10 ans. Ouais, c'est clair. Et t'es pas obligé du tout d'en parler et tout, mais c'est un métier où tu gagnes bien ta vie, tu vois, genre c'est un... Comment ça se passe, déjà, juste sans parler forcément de toi, mais toi, l'intermittence dans la danse, quoi. L'intermittence du spectacle. Oui, t'es intermittente. Oui, je suis intermittente, ouais. L'intermittence du spectacle, tu peux être intermittent et ne pas du tout avoir le même salaire.
Le salaire dépend du contrat que tu as signé avec ton employeur, et donc de la compagnie, et donc des moyens de la compagnie, et donc des subventions. Tu vois, ça remonte très loin. La compagnie, pour nous rémunérer, il faut qu'elle ait de l'argent, que ce soit par des subventions, des sponsors. Là, il y a plein de moyens. C'est compliqué. Et donc, une fois qu'ils ont les moyens de rémunérer les artistes, bah, du coup, le contrat que je fais avec telle personne, je suis pas payée de la même manière avec l'autre contrat que je fais 3 semaines après. Et donc, en fait, on cumule comme ça les contrats et les heures de travail à des tarifs différents. Et donc, pour l'intermittence, il faut prouver 507 heures de travail déclarées. Et il y a un calcul après que France Travail, puisque ce n'est plus Pôle emploi, mais France Travail calcule pour nous donner un taux. Et du coup, c'est ce taux qui correspond en fait à ce qu'on touche l'année d'après au mois. Les intermittents du spectacle, quand ils sont acceptés en tant qu'intermittents, on touche des allocations, des indemnités sur les jours où on ne travaille pas. Donc, si tu as validé tes 507 heures. Si j'ai validé mes 507 heures et que tout est en ordre. Ce qui peut être hyper intéressant pour toi, parce que du coup, c'est des moments où tu peux créer tes chorégraphies. Complètement. Où Complètement. Bah, puis, en fait, ça permet juste de payer ses courses, payer son loyer, parce que c'est tellement un travail irrégulier. Il y a des mois où je vais travailler non-stop et du coup, j'ai pas forcément d'allocation parce que je travaille tout le temps. Donc là, c'est juste mon salaire direct qui rentre dans ma poche. Mais si les 2 mois d'après, j'ai pas de contrat et que j'ai pas d'allocation, je fais comment pour payer mon loyer? Je fais comment pour prendre mon train qui coûte 150 € pour aller passer l'audition à Paris? Je fais comment pour aller au resto avec mes potes? Je fais comment pour faire mes courses? Enfin, voilà. Donc, en termes de, il y a le terme perso, il y a le perso et il y a le pro. Et au niveau du pro, c'est vrai qu'il y a des dépenses hors contrat. Je parlais des auditions, c'est un vrai exemple, ça. Ou prendre des cours pour continuer à s'entraîner, aller à la salle de sport. Enfin, moi, je le fais pas, mais voilà, il y en a qui le font. Ben, c'est de l'argent. Et en fait, on est des danseurs, on est des athlètes et on a besoin de s'entretenir, on a besoin de continuer à trouver du travail. Oui, et pour ça, il faut aussi les moyens de le faire. Donc, les allocations sont hyper importantes pour nous, pour notre travail, pour continuer à pouvoir le faire sereinement, quoi. Et aussi qu'il y ait des institutions, des collectivités, des municipalités qui aient des financements à donner à l'art de manière générale pour financer des spectacles dans leur ville, dans leur collectivité. Exactement. Pour ces financements-là servent à payer justement les artistes qui vont venir produire, quoi. Ouais. D'où l'intérêt de faire en sorte de mettre l'artistique en avant dans notre politique française. Tout à fait. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. Les subventions sont très variables selon les années en plus, selon ce que l'État vote, selon ce que le gouvernement vote, selon. C'est quoi la moyenne de durée de carrière dans la danse? J'en ai aucune idée, mais j'ai la sensation que avec le temps, on danse de plus en plus longtemps. Que je vois des danseuses, des danseurs. T'as des chorégraphes de 70 ans, quoi, sinon. Ouais, carrément. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils dansent encore? Je sais pas, tu vois. Mais je pense, là, je me mets dans la peau plutôt de danseuse-interprète sur scène. Il y en a pas beaucoup, des danseuses de 70 ans. Je suis sûre qu'il y en a. Mais oui, je vois quand même l'âge de plus en plus reculer pour ça, donc c'est cool. Après, comme tu dis, c'est un métier physique, donc c'est à chacun en fait comment il se sent avec ça, et aussi par rapport à sa vie perso. Est-ce qu'il a envie de continuer à investir son énergie physique et mentale dans ça à partir d'un certain âge, ou est-ce que... Oui, le déroulé plutôt classique, je suppose, c'est qu'en fait, tant que t'es jeune et que t'as de l'énergie et que t'es à fond, tu danses, et après, oui, je pense que tu te diriges plus naturellement vers la chorégraphie. Ouais, la chorégraphie, l'enseignement aussi, okay. Ou en fait, autre chose, un autre métier, relié ou pas, de proche ou de loin à un métier artistique. Scénographe. Ou même dans l'administration d'une compagnie, tu vois, chargé de diffusion, chargé de production. Il y a tellement de choses. La mise en scène, la technique. Enfin, la technique, c'est physique aussi. Mais en fait, il y a plein de voies après. Qu'est-ce que t'appelles la technique, du coup? Les techniciens, tu vois, les techniciens son et lumière dans les théâtres. Je croyais spécifier dans la danse. Et du coup, non, mais c'est vrai que j'ai pensé à ça parce que j'ai des amis qui
ont l'occasion, tu vois, d'être danseurs, puis qui commencent déjà à prendre la branche technicien de scène. Oui, pour. C'est pas se hyper faire intéressant, mettre je trouve ça partout. super. Ouais, carrément. Mais c'est quand même très physique comme métier, du coup. Du coup, Martin l'a déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, donc on n'est pas obligé de s'attarder sur le sujet si c'est pas... Voilà, mais du coup, il y a aussi un aspect forcément très physique, entretien, sport et tout ça de ton corps et tout. Toi, tu fais d'autres sports à côté, ou tu fais de la muscu, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est peut-être trop perso comme question? Non, c'est pas perso. Je suis jamais allée à la salle de ma vie. Genre la danse, ça suffit largement pour entretenir... Ah bah non, mais la danse, pour moi, la danse, c'est un sport qui est hyper complet. Mhm. Donc c'est génial. Après, moi, je fais des choses à côté, mais je suis pas non plus... je pense à des collègues et amis qui font tellement de sport à côté. Moi, je suis pas si complète que ça à côté. Ouais. Je cours. Voilà. Je cours, en fait. Je fais pas trop d'autres choses. C'est déjà pas mal. Après les autres sports que je fais, c'est vraiment pour. C'est pas dans l'objectif d'un entretien pour mon travail. C'est vraiment pour le kiff de faire du volley, de faire d'autres choses, quoi. Et peut-être du coup, plus l'âge va avancer, plus ça va devenir... Ouais, non, c'est clair. L'entretien, il est hyper important. C'est quelque chose qu'on nous dit très tôt dans nos formations. Que c'est la base en fait. Que... Votre corps, c'est votre outil de travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on est en études, on fait 25-30 heures de danse par semaine. Et tu fais que ça en fait. Et ils te disent continuez quand vous êtes chez vous. T'es là, bah, attends, mais moi j'en peux plus en fait. Là, je viens de faire 30 heures cette semaine. Je vais pas en plus me retaper des étirements, du renforcement chez moi. Mais c'est hyper important. Et je suis la première à le dire. Faites des étirements, faites du renforcement, faites du yoga, faites du pilates, prenez soin de vous. Je suis pas forcément la première à le faire, mais par contre, c'est vrai que c'est hyper important. C'est la base. Ça permet d'être à l'aise et dans certains mouvements, en fait. Ça Il y a permet. des mouvements qui, visuellement, en tout cas, ont l'air d'être purement... t'as tout sur les abdos, par exemple, genre, c'est à te retourner dans tous les sens, t'es sur les abdos. Si t'es pas à l'aise physiquement dans cette position-là, ça va se voir dans le rendu et dans la manière de bouger et de proposer ce geste-là. Donc, Oui, puis c'est pour éviter les blessures aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il doit en avoir beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs aspects dans l'entretien physique. C'est qu'il y a l'entretien physique général, donc prendre soin de soi, bien dormir, bien manger et faire un peu d'exercice, étirement, renforcement. Voilà. Notre travail de base est très complet, donc tu parlais des abdos, en refaire chez soi, c'est possible, mais déjà dans notre travail, en fait, sans forcément faire des abdos, il se travaille tout seul. Ouais. Il y a l'entretien plus spécifique si, par exemple, tu sais que dans tel spectacle, t'as cette demande-là physique et que t'es un peu fragile sur ça, du coup, t'as besoin de faire tel exercice, tu le fais chez toi. Pour essayer de bien répondre à la demande. Et il y a l'autre entretien spécifique de prévenir la blessure ou guérir la blessure. Dans l'idéal, c'est mieux de prévenir. Donc là où pareil, il peut y avoir des exercices spécifiques parce que tu sais que tu as une faiblesse à la cheville gauche, fais du renforcement de la cheville gauche chez toi. Ou le matin, quand tu arrives au théâtre pour répéter, tu viens une demi-heure avant les autres et tu fais ton truc, quoi. En fait, c'est un métier assez exigeant avec soi-même. Et c'est normal d'avoir des écarts d'exigence et je suis vraiment pas la plus exigeante avec moi-même, mais c'est hyper important d'y penser régulièrement et de se dire ok, il faut que je le fasse. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça pète et c'est dommage. Là, t'es foutu. Quoi. Ouais, c'est dommage. Ouais. T'as des petites anecdotes, des trucs marrants ou des trucs vraiment pas cool qui se sont passés que tu peux raconter là ou Pas cool, ça va être des blessures, des trucs comme ça sur scène, ça c'est jamais cool. Mais c'est pas très fun donc, comme sujet, donc... ou danser malade aussi, ça c'est vraiment l'enfer. Tu m'étonnes. Ah ouais, une fois j'ai dansé, tu sais, j'avais la grippe avant, je vomissais et tout, et je suis quand même montée sur scène, mais je me sentais juste vide, et il se passait rien. Bon, t'as pas vomi sur scène J'ai pas vomi sur scène, heureusement, mais c'était tellement dur. Incroyable. Belle performance artistique. Tu fais croire que c'est que t'as vraiment tout donné. Elle était habitée. Elle était habitée et tout, alors que c'est juste... Ouais. Elle était possédée, en fait. Non, les histoires cool, c'est plus quand on fait des bêtises sur scène, mais ça faut pas que je le dise, tu vois. Ouais, genre, tu peux pas... genre, quand on se lance des petits défis, genre t'es capable de faire ça sur scène et que personne le voit, tu vois, ou quand on se lance des jeux avant de rentrer sur scène et qu'on fait le débrief à la fin, ça c'est des trucs cool qui arrivent. Et sinon aussi des bonnes surprises du genre il y avait telle personne hyper connue dans la salle, trucs comme ça, c'est sympa aussi des fois, ça fait plaisir. Les périodes plus du fou, c'est des saisons
complètes qui peuvent être longues. Ouais. Enfin, le parc ouvre en avril et ferme en novembre. Donc si t'es là du début jusqu'à la fin et que tu fais le même spectacle 6 fois par jour, tout le temps. Oh là là. Ah, 6 fois. 6 fois, c'est pendant 6-7 fois, c'est quand c'est l'été, qu'il y a beaucoup de monde. Quand c'est les périodes creuses, on va dire qu'on le fait 2 fois par jour. Mais c'est le même spectacle, faut savoir se réinventer. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet, même pas que au Puy du Fou, dans toutes les compagnies avec lesquelles on travaille. Quand on fait un spectacle en tournée comme ça et qu'on le fait une fois, puis le lendemain, et puis pas pendant une semaine, et puis on revient, on le refait, c'est le même spectacle. Il faut vraiment toujours savoir se... Mais comme on revient sur le sujet de la comédienne ou de comédien, quoi. Quand tu fais des prises, faut savoir en fait se réinventer et retrouver où est-ce que tu puises le truc pour ressortir la bonne information au final, quoi. Donc c'est sûr que dans ce cadre-là, il y a un vrai travail mental à fournir pour arriver frais en fait au spectacle et pas se dire oh j'ai déjà fait hier et puis j'ai déjà fait 6 fois ce matin donc c'est bon, quoi. Faut rester précis et savoir se renouveler à la fois. Ouais. Mais c'est pas facile parfois, des fois. T'as pas trop t'as un peu la flemme des fois dans ta tête. Faut savoir passer le cap de ça. Du coup, ce serait quoi à terme tes envies pour le futur, ton objectif ou ton rêve absolu Alors, j'ai pas de rêve absolu. Parce que je crois que en vrai, je vais dire une phrase un peu genre bidon, mais je crois que je suis un peu dedans en ce moment. Je kiffe ce que je fais, en tout cas. C'est trop bien. Donc c'est cool. Mon avenir dans ce métier, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que je kiffe être sur scène. Et c'est quelque chose qui va me manquer quand je serai plus sur scène et que je serai que à l'extérieur. Okay. Je le sais déjà. Donc j'essaye d'en profiter au max en ce moment, tant que je peux l'être. Maintenant, j'ai pas de rêve spécifique, j'ai pas d'objectif, mais j'aimerais beaucoup créer mes propres pièces en tant que chorégraphe. J'aimerais beaucoup transmettre. C'est quelque chose que je fais déjà, que j'aime bien faire, mais je suis pas professeur dans une école à l'année, parce que je pourrais pas faire ce que je fais du coup. Sinon, je serais tout le temps en déplacement. Mais ça m'arrive de donner des stages ou des ateliers, des choses comme ça, et c'est toujours un moment très agréable. J'aime beaucoup le côté pédagogique, donc ça c'est chouette. Donc pourquoi pas le développer. Et puis sinon, en fait, j'ai pas d'attente particulière. J'aime aussi beaucoup tout le côté qui peut paraître plus chiant, mais en fait, chargé de diffusion, chargé de production, le côté un peu administratif des compagnies, trouver des dates programmatrices pour un théâtre, aller dénicher des spectacles et faire une programmation pour une ville, pour un théâtre. Je trouve ça cool aussi. Trouver d'autres danseurs. Gérer des castings, enfin... Ouais, il y a plein de choses qui m'intéressent dans le milieu, pas forcément de la danse, mais dans le milieu artistique. En ce moment, je suis aussi... j'essaie de développer la casquette metteuse en scène, pas forcément pour de la danse, mais justement pour des groupes de musique ou des musiciens. Okay. Et c'est quelque chose qui me plaît à fond. Et j'en doute pas maintenant, aujourd'hui, quand je le dis, ça m'étonne pas, en fait. Mais c'est vrai que c'était bien caché, je savais pas trop que j'allais... aimer faire cette casquette-là, ce poste-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi, bosser avec des musiciens, des musiciennes, chanteurs, chanteuses, et les conseiller en fait. La mise en scène... Sur leur performance scénique et tout. La mise en scène, il y a tout l'aspect scénographie. Dans le comportement, dans le langage du corps et tout ça. Et il y a tout l'aspect physique, ouais. Il y a scénographie, donc c'est plus matériel, genre... Est-ce qu'il y a un décor ou comment sont disposées les choses sur scène ou les gens sur scène. Les attitudes des artistes. Et voilà. Et à l'intérieur, comment se comportent en fait les artistes sur scène. Voilà. C'est la totalité de tout ça. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et pourquoi pas genre un film par exemple, une comédie musicale ou un truc sur la danse, cinéma, ça te... Que je créerais ou que je... Soit chorégraphe, soit interprète, enfin... Ah bah interprète à fond. Ouais. Ouais, ce serait trop bien. Ça, j'adorerais. Ouais. De ouf. Moi aussi. Je suis pas danseur. Vas-y, let's go. Sinon, pour terminer cette petite partie interview, ton actu, tes futurs projets, tes trucs... Là, cet été, je suis beaucoup avec la compagnie Roiry, qui est une compagnie basée en Bretagne. On fait ce spectacle de rue qui s'appelle Safe Zone. C'est un duo qui est super chouette. Donc, si jamais des gens ont l'occasion de le voir, je le conseille pour enfants et grands. Ça marche pour tout le monde, c'est trop bien. Et sinon, y a d'autres spectacles que je fais avec d'autres compagnies, mais là, dans le temps de maintenant, je sais pas si c'est nécessaire d'en parler. Et sinon, c'est avec ma compagnie à moi, la compagnie Naya, que j'ai créée il y a très peu de temps, donc il y a un an et demi, au Sable d'Olonne.
C'est notre première vraie année d'activité, là, 2024. Et je suis très contente parce que ça prend le temps que ça prend. J'ai pas envie que ça devienne ma priorité aujourd'hui parce que c'est pas le but. Mais ce qui est chouette, c'est que on a déjà organisé un stage en début d'année. On a joué un de mes spectacles devant des scolaires lundi dernier. Il y avait 162 enfants qui ont vu notre spectacle pour la première fois et c'était assez fou comme expérience et j'étais très contente de le faire. Et on a eu des retours intéressants, donc c'est trop bien. On le rejoue bientôt à Saint-Hilaire-de-Riez au mois de juin. Et avec la compagnie, voilà, on va commencer à proposer aussi. Je pense que les stages, ça va être régulier chaque année. Au mois d'août, au Sable, on organise une performance avec un musicien. Donc 2 danseuses et un musicien. Ce sera gratuit, ce sera au Sable. Et c'est vraiment des trucs que j'ai envie d'aborder avec ma compagnie aussi, l'espace rural et l'espace gratuit. Et pas que les théâtres. Carrément, Ouais, voilà. C'est un peu ça, les news avec ma compagnie en tout cas. Cool. Bah, trop bien. On va pouvoir enchaîner sur un petit jeu. Du coup, on va faire un petit jeu, si vous êtes chaud. Donc, ça va être un petit quiz. Je vais vous poser des questions sur la danse et le cinéma. Enfin, le lien qu'il y a entre les deux, quoi. Ok. Et puis, voilà, je sais pas, on va peut-être compter les points. Ah ouais. Je sais pas obligé. Ouais, on peut, mais c'est sérieux là. Non, mais c'est pour le fun. Hein, T'es compétitrice ou pas? Oui. 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 Alright, vous êtes prêts? Eh ben, let's go. Allez, Dans Pulp Fiction, Mia et Vincent font un concours de danse. De twist? twist. Ouais. Toi, t'as vu mon jeu tout à l'heure, non? Non, ben je... Très bien. Je me suis même pas exprimée. Quoi, un concours de danse? De twist. Non, c'était ça, c'était la bonne réponse. C'était un concours de Tu twist. vois de quelle scène Oui, en plus, oui, mais tu vois. Oui, non, mais ça va être que des questions sur la danse. Donc, J'entends. Tu réponds danse à chaque fois. Ça va être que des De- questions sur la danse et c'est moi qui vais perdre. Tu sais, je sais déjà. De la danse? Bah, après, c'est culture cinématographique. Non, Mais mais j'ai c'est très sympa. j'ai essayé de prendre des trucs connus quand même. Deuxième question. Dans quel film Louis de Funès a-t-il une scène de danse mythique? Rabbi Jacob? Ouais. Ouais. T'es trop rapide. Après, il y a le grand restaurant aussi, Ouais. mais c'est plus mythique que... Je suis Ouais, ultra fier j'avais plus Rabbi Jacob d'avoir à eu tête. les hanches sur Louis de Funès. Ouais, d'accord. Ça, c'est le- Billy Elliot choisit la danse plutôt que quel autre sport? La boxe. La boxe. boxe, ouais. Bien joué. C'est vrai. Trop bien ce film. Ouais. Trop bien ce film. Très cool. Ouais. Dans quel film Brigitte Bardot effectue un mambo endiablé? Je sais pas. Brigitte Bardot a fait Ouais. un mambo endiablé. Ouais, c'est une scène bien culte dans un film. Le mépris? Très Oh, bah connu. merde. Non. Les Demoiselles de Rochefort? Non. Et par Brigitte Bardot dans les... Ah non, je confonds avec Catherine Deneuve. Oui, Oh là là, ouais. pardon. Désolé. Brigitte Bardot. Ah bah je l'ai pas. C'est culte. Bah ouais, je pense. Un que- mambo enflammé. Endiablé. Endiablé. Bon, tu peux choisir l'adjectif. Enflammé, que tu c'est veux. bien aussi, mais. Un Enflammé, mambo enflammé. tout court. Un mambo. C'est dans le sous-sol du bar. Enfin, je sais pas si vous avez vu le film après. mais- Bah du coup. Parce que je vois OSS 117 où justement c'est une musique de Brigitte Bardot, je crois. Nananananana, Bambino. Bah, C'est Dalida. C'est Dalida. Rien à voir. C'est un peu les mêmes générations. Ça se trouve, je suis même pas sûre d'avoir vu le film du coup. Tu me mets le doute. Ouais, je pense que Moi, je l'ai pas. Je vous le donne. Ouais. Allez. Et Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme. Ah. Alors, c'est ce film-là. Bien sûr, je donne le point à Léandre du coup. Non, ouais, de Roger Vadim, tout à fait. Comment s'appelle la chanson sur laquelle dansent Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur? La Carioca. Parce que c'est le nom de la danse aussi. donc, Incroyable. Ah ouais. on n'a pas les droits par contre, on va se faire striker le podcast sur Spotify. Mais t'inquiète. On chante pas assez bien pour que ce soit détecté comme la vraie musique. Bon, attention. Sylvester Stallone a réalisé la suite de Saturday Night Fever, donc c'est la fièvre du samedi soir. Comment s'appelle cette suite? La fièvre du dimanche soir. Non, mais c'est pas mal, j'aime bien. La fièvre du samedi soir 2. Non, justement, le premier film s'appelle Saturday Night Fever, qui est Friday Night Fever? non, qui est le titre d'une chanson très connue qui va avec le film. Il y a une chanson qui est encore plus connue du même groupe. Et le titre fait sens. Bon là j'en dis trop, mais donc c'est Travolta toujours dans le rôle principal, mais c'est Stallone qui réalise cette suite. Je savais même pas qu'il avait réalisé Ouais, ça, Stallone. Moi, je l'ai pas. C'est une chanson les plus mythiques de l'époque disco, une des plus connues Mais quoi ever. Enfin, c'est la suite de Saturday Night Fever. Donc, bon, donc, du coup, Boogie Nights? non, c'est le titre du film, hein, donc ça peut pas. Ouais, être- ben non. C'est quoi la chanson disco la plus connue que vous connaissez? Bah y en a plein. Bah ouais, en vrai, je bug Mon totalement. cerveau, il est non. cassé, alors que en plus, j'aime bien ça. Mais... Mais balance le son, hein. Disco américaine? C'est américain? Ouais, bon, c'est le même groupe que Saturday Night Fever. Ouais. C'est vraiment. Elle est dans le premier film. Saturday aussi, je Night Fever, c'est quel groupe? Est-ce qu'il y a Night dans le titre? Non.
Non, mais c'est encore plus connu en fait. Oui, ouais, mais c'est que faut se remettre disco dedans. Ouais, quoi. cette chanson est plus connue que Saturday Night Bah Fever oui. encore. C'est vraiment justement, et le fait de choisir Give me the night. non, le fait de choisir ce titre-là, ça fait sens aussi par rapport à ce qui se passe dans le premier film, quoi. Je sais pas, mec. Je donne ma langue au Cédric. Vas-y. Staying Alive. Oh là 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 là. En plus, non mais. Stay là. Ok, putain, bah oui. Et c'est le Bah titre. oui. quoi, Give c'est me la the suite. night. Bah c'est la même chanson, non? Non. Inspiré d'eux. Question suivante. Channing Tatum s'est fait connaître grâce à ce film de danse. Attends, Channing Tatum? Oui. Channing Tatum. Le premier film qu'il a fait. S'est fait connaître grâce à ce film de danse, ouais. Bon, Dirty Dancing. Non. Non, il joue pas dedans. Ah oui non. Putain, oh là, j'ai confondu en plus avec l'autre. Mais je crois que t'es dessus, là. C'est pas les sexy dance et tous les trucs comme ça. C'est ça. Oui, Ça, c'est ça. C'est Step Up ou Sexy Dance. Ouais, en c'est VF. ça. Tout à fait. Je les ai tous vus. Les films de mes sœurs. Ouais, bah voilà. Oui, de tes sœurs. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un dise Magic Mike ou un truc comme ça. Ouais, j'avoue. De quelle pièce de théâtre culte s'inspire West Side Story? Roméo et Juliette? Bien joué. Alors pour l'instant, on est sur une égalité, il y a 2 points chacun. Pour Parce qui que je l'ai vu en comédie Pour vous tous. musicale en plus. Ah bon Il y a 2 points chacun là. Pour tout le monde. Ah, donc c'est la... Et il reste 3 questions. Oh là là. Là, on fait un Ouais. point chacun et c'est bon. Ouais. Oui, par contre, ouais, si vous faites un Ah, peu sinon chacun. là tu fais la question en or. Là, maintenant, là Non. Non, mais on va voir qui. Non, qui non, est vas-y, vas-y. Fais-nous plaisir. Ah non, il y a que 2 questions. Il reste plus que 2 questions. Ah. Tendu. Quelle danse apparaît très souvent dans Chantons sous la pluie, Singing in the Rain? La claquette. Les Ouais. claquettes, tout à fait. Pardon, là, je suis en mode compétitrice. Ouais, Ah, et puis là, t'es bien placé pour gagner, quoi, parce que Enlève ta main de ma gorge. là, t'es en tête. Et du coup, la dernière question... Ah oui, et pour le coup, sur cette dernière question, il y a 2 réponses. Ah, Donc, bah, tu vois. bon, à la limite, je peux donner 2 points selon s'il y a une réponse chacun, quoi. On va voir. Mmh. En 1978, Sidney Lumet réalise un remake du Magicien d'Oz intitulé The Wiz, avec un casting afro-américain. Qui sont les 2 stars du film? Alors là, Eddie Murphy. moi, je me couche. Ce sont des gens qui font de la musique, qui sont très connus pour faire de la musique. Ils ont été, En 78. ouais, ils ont été Qui castés jouent ce dans un film. Ouais. Donc Oui. des acteurs afro-américains. Des Afro-américain. chanteurs, danseurs, Danseurs qui ont été afro-américains mis, en 78. qui ont fait un peu de cinéma dans cette comédie culte de Sidney Lumet, musicale, pardon. Je l'ai pas vu le film en fait. Donc déjà de. Les plus grandes stars afro-américaines. des Michael années 70. Jackson. Ouais, c'est ce que Michael j'allais dire, Jackson, ouais, Michael très bon ça me point. paraissait fou, mais oui, ok. Et il y en a une Prince. deuxième. Non, je vais donner déjà un point à Martin. Zut, j'aurais pu l'avoir celui-là. Et du coup, là, ouais, vous êtes à égalité, donc il reste plus qu'une deuxième personne. Je peux vous dire que c'est une femme, en tout cas. Ah, Tina Turner. Non. Oprah. Non. Oh, waouh. Qui joue Dorothy. Tracy Chapman. Qui joue Dorothy, du coup, le rôle principal du Magicien d'Oz. Enfin, de The Wiz. Whoopi Goldberg. Non. Quelqu'un qui Elle est pas chante chanteuse. très très bien. Très 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 bien. C'est une des plus. Ah, Aretha Franklin. Non. Plus jeune. Non, je vais dire une connerie. Merde, comment elle s'appelle celle qui. Gloria. Attends. J'ai envie de poser une question, mais je suis sûr que ça va aider. Vous avez dit à peu près tout sauf elle, du coup. Big Star, et du coup, elle a fait un peu de cinéma aussi. Sa fille est une chanteuse qui est très très connue aussi, à l'heure actuelle. Sa fille est une chanteuse connue Ouais. à l'heure actuelle. Vous la connaissez peut-être pas forcément. Ah, ok. Bon bah je l'ai pas. La fille, je veux dire. Oui. Donc vous voyez pas l'affiche du film et vous voyez pas le. Non, Non, non. mais j'ai pas le film, je l'ai pas du tout. Non, ouais. moi non plus. C'est juste des réponses logiques. Parce que si je vous le donne, là, il y a égalité entre vous deux. Bah, c'est pas grave, mais tu poses une on se ultime, tu poses une serrera la ultime main. question. Ah, faut que je réfléchisse à une autre, du coup. Mais... Ouais, tu peux trouver. Je vous le donne. Donne un indice. Bah, j'ai Ça va donné être beaucoup rapidité, d'indices, là, mais du ça coup, va ouais. être rapidité, mais. Bah, je sais pas quel indice donner en plus. Son prénom commence par un D. Y'a pas une meuf qui s'appelle genre Donna ou un truc comme ça. Ouais, c'est Donna ça. Summer. Pas Donna Summer. Ah, putain. on est pas là, on est Putain, pas là. genre, je dis le prénom, tu dis le nom, on fait comme ça ou. Waouh, un D. Bon, je vous le donne. Ouais, dis-le en vrai. Desireless. Non. Putain, Des- si tu l'as sorti maintenant, toi. Il me fait des têtes de. Non, non, ça commence pas par D. Ça commence par D. Dina. Diana. Putain. Je connais pas de Diana. Mais si. Non, non, mais Attends, si, ça me parle aussi. Diana. Invente un nom de famille. Attends. Genre, tu. Attends. Peut-être Diana Roots, hop là. Je déteste ça quand. C'est ça C'est quoi? J'ai dit Diana Diana Roots. Roots, j'ai dit. Mais c'était pour. Diana Ross. Diana C'est Ross. pour faire une blague. C'est hyper
hyper bizarre ce que je viens de faire comme Bah oui. Cette question elle va être trop chiante à monter en vrai. Diana Ross, Michael Jackson et Diana Ross, du coup, qui jouent Ok, les protagonistes de The Wiz, ok. tout simplement, qui est une comédie musicale. Comme tu connaissais le nom mais de très très loin. Oui, T'as T'as vu juste tu la Il- forme. il y a eu un écho. Ouais, le Diana déco. Roots. Dania Roots, bon, un truc comme ça quoi. Et bah, bien joué, du coup, c'est Martin qui remporte ce jeu avec 3 points. 2 points pour Anaïs et 2 points pour Léandre. gang, gang. 4 points pour Martin, 3 points pour Anaïs et 2 points pour Léandre. Ouais, je préfère ça. Bravo. Pas de problème. Je couperai vos bonnes réponses. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes habituelles de streaming et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre, Cédric et Anaïs. Et on espère que c'était agréable à écouter. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Anaïs.